L'outil donc de cette petite leçon, de la petite leçon de ce soir, c'est ce qu'on appelle, ce que vous avez appelé la fabrique action. C'est, ça commence par un projet d'étude et puis ça devient quelque chose de très concret. On va voir notamment à travers les images que vous nous présentez comment d'un projet d'étude vous arrivez à mettre en place un outil que tout le monde peut s'approprier finalement et qui a une influence concrète sur la ville. Sylvain Chasserio, Raphaël Pluvinage, vous nous présentez la fabrique action. Oui, comme tu l'as dit, on s'est rencontrés à l'école de création industrielle dans le 11e arrondissement. Donc c'est un projet en fait qui est un projet de design initialement et qui avait et la question qui nous était posée, c'était de se dire qu'est-ce qu'on fait de ces nouveaux outils et de ces nouveaux espaces qui sont les outils de fabrication numérique et les Fab Labs. Donc on va commencer par faire un petit peu de définition. Les Fab Labs, donc c'est des Fabrication Laboratories, c'est des laboratoires dans lesquels on trouve des outils qui sont les outils contemporains, donc imprimantes 3D dont on a parlé tout à l'heure, fraiseuses numériques et découpes laser, qui ont pour point commun en fait de fabriquer des objets à partir de documents 3D. Donc les documents 3D, c'est comme n'importe quel document numérisé, c'est un document qui va pouvoir naviguer sur Internet et être partagé très facilement. Et c'est ce qui va faire la différence dans les méthodologies de conception et de fabrication. Donc à un moment donné, il a fallu trouver une légitimité à ces nouveaux lieux qui étaient préexistants, mais qui étaient tout neufs, qui étaient ces laboratoires où des ingénieurs, des designers se rencontrent pour concevoir et fabriquer des objets, parce que très souvent, il se retrouvait que la fascination de la machine faisait que les objets qui en sortaient étaient parfois pauvres ou peu intéressants en termes d'usage et de fonction. Donc on s'est penché sur la ville, un peu parce qu'il nous semblait que c'était le plus bel endroit pour profiter des qualités de cette nouvelle fabrication, qui est une fabrication qui est à la fois légère, flexible, peu coûteuse, et qui permet d'essayer, de fabriquer très rapidement et de produire des objets qui sont de qualité industrielle, mais de manière très légère et peu coûteuse. Donc nous, l'objectif, avec tous ces avantages qu'on trouve dans ces nouveaux lieux de fabrication, c'est de mettre à jour la ville, d'améliorer les usages, mais aussi de rendre possible l'intervention sur le matériel urbain, qui était en fait très hermétique à l'intervention des usagers auparavant. Donc ici, on peut voir 12 interventions qui sont en fait des greffes. Et les greffes font partie de la méthode, c'est-à-dire que imprimer en 3D des pièces de plastique, c'est long. Et du coup, on utilise à chaque fois le préexistant, donc le mobilier préexistant, pour améliorer des usages par touche. Donc ça, c'est les greffes en fait quand elles sont mises à nu. C'est une famille de tout petits objets en plastique qui sont soit imprimés en plastique pour toutes les pièces colorées, ou des fois fraisés en bois, mais on verra plus en détail sur les exemples. On va quand même revenir sur la slide précédente, qui est un premier exemple d'intervention. Donc ça s'appelle chaise-chaise. Donc en fait, c'est avant tout une méthodologie, c'est-à-dire qu'on se déplace dans la ville, on observe des usages, donc les gens viennent déjeuner au Jardin du Luxembourg, seulement ils sont embêtés parce qu'il n'y a pas de table et ils déjeunent sur leurs genoux. Donc très vite, on commence à faire des maquettes en carton comme on vient de voir, et on passe tout de suite à la version 1, qui est assez proche du prototype, et qui est un morceau de bois fraisé à l'aide d'une fraiseuse numérique. Donc ce document 3D qui permet de fabriquer l'objet est présent sur la plateforme web et est téléchargeable par n'importe qui. Ça, c'est une pièce en plastique qu'on va venir modéliser en 3D et qui va être imprimée comme ceci, ce qui donne ce genre de qualité de pièce. Bon, ensuite, là, on voit un processus qui est un processus de duplication. Donc on fait un moulage en silicone pour reproduire ces pièces par inclusion, parce que l'impression 3D, c'est assez long. Et donc on a d'autres outils qui sont des outils à l'échelle artisanale, encore une fois, qui nous permettent de produire en petite et moyenne série. Donc on passe tout de suite à l'installation des objets. Et on observe que ces objets ils ont une qualité plastique qui se rapproche d'une qualité industrielle grâce aux outils performants qui est à notre disposition. Et l'usager ne fait pas la différence en fait, entre une intervention de hacking qui peut parfois avoir le préjudice du bricolage ou l'intervention d'une institution publique qui aurait autorité en fait. Donc on est complètement inidentifiable en termes de qui a fait ça et comment et pourquoi et avec quel fond.
On va passer assez vite parce qu'on n'a pas énormément de temps sur les différentes natures d'intervention. Donc on a la nature fonctionnelle qui est de résoudre un dysfonctionnement, parfois améliorer un usage préexistant, ou alors des solutions plus poétiques qui questionnent un usage et qui permettent à l'utilisateur de réfléchir sur sa pratique. Et on a aussi ce qu'on appelle des services interstices, où on vient se placer entre différents acteurs de la ville, que ce soit la RATP, JCDecaux, la mairie de Paris, etc. Donc sur résoudre un dysfonctionnement, on a un exemple qui est assez flagrant. Sur ces bornes SNCF de vente, il y a une LED rouge et une LED verte au sommet qui sont complètement invisibles pour l'usager, mais qui sont là pour montrer si elles fonctionnent bien ou pas. Du coup, on passe encore par la maquette en papier, parce que c'est une méthodologie de design qui est récurrente. Et très vite, on fabrique des prototypes grâce aux imprimantes 3D qu'on va pouvoir installer sur place. Et très vite, on va pouvoir observer les réactions des usagers. Et c'est là où c'est nouveau, c'est qu'on a un rapport à l'usager qui est très différent du rapport dans l'industrie, où on fait des batteries de tests pendant des mois, et où une fois que l'objet est développé et mis en place, on n'a plus aucune manière d'intervenir dessus. Alors qu'ici, on peut faire une version 1, une version 2, discuter avec l'usager, et en fait récolter les améliorations possibles au vu des retours. Dans améliorer un usage, on a quelque chose qui est en fait de l'ordre de, comme pour la chaise, on observe un usage préexistant, c'est-à-dire qu'ici on vient accrocher ses boules ou sa veste dans les moellons parce que le sol est très poussiéreux. Seulement quand on retire les tournevis qui permettent d'accrocher sa veste, on abîme les moellons et il y a un souci de pérennité. Donc du coup, on a voulu offrir ici des petits crochets qui permettent d'accrocher tout ce qu'on y veut. Et encore une fois, on est sur une intervention qui est très légère en termes de mise en œuvre. C'est-à-dire que c'est un jonc d'acier qui est tordu. C'est 5 minutes de manipulation et un coût de revient, main d'œuvre et temps passé qui est de l'ordre de 6 €, quoi. Voilà. Très vite questionner un usage. Ici, on est dans le métro. On observe qu'il y a beaucoup de déchets qui sont dus en fait au quotidien gratuit. Du coup, on propose un strap élastique qui permet de stocker ces quotidiens, c'est gratuit en fait. Voilà. Et encore une fois, on est toujours dans le souci de l'économie de matière, c'est-à-dire qu'on a 2 pièces imprimées et le corps de notre objet va être une chambre à air, donc toujours sur un coût de revient assez faible, mais il y a ce souci du design qui nous permet encore une fois de passer inaperçu et de ne pas être représentés comme des hackers malveillants ou une espèce de gang ou entité extérieure aux autorités en place. Ici, il y a quelque chose qui est intéressant parce que je parlais de flexibilité dans les outils, c'est-à-dire qu'on conçoit et on fabrique en 2 jours. Ça nous permet aussi d'éviter l'écueil des dispositifs de mobilier urbain qui est une espèce d'inertie et une pérennité qui fait que souvent il tombe en désuétude, mais il reste sur place. C'est-à-dire que cette cabine téléphonique aujourd'hui, elle est peu ou plus utilisée, mais elle est là parce qu'il est très compliqué de les démanteler. Donc on profite encore une fois de ces qualités, c'est-à-dire que ça reste un espace d'accueil isolé qui dans l'inconscient collectif est associé à la téléphonie. Et là on propose un chargeur à dynamo pour recharger son téléphone portable en cas de panne, si on veut passer un appel ou envoyer un message. Juste je vous interromps un instant parce que tout à l'heure c'est marrant, on parlait de ces détournements qui vont amener une transformation pérenne dans la ville. Faut savoir, vous me le faisiez remarquer l'autre jour et j'ai eu la confirmation juste en face à la station de bus que vous avez juste en sortant du pavillon de l'Arsenal, l'abribus JCDecaux, vous pouvez y faire recharger votre mobile. Alors je ne sais pas si JCDecaux est passé devant votre petit outil et s'est dit tiens il y a quelque chose à faire. En tout cas peut-être, et c'est bien ça je crois, ces innovations dont on parle, comment le détournement va créer quelque chose de plus pérenne. En fait je pense que c'est une chose sur laquelle on va revenir vers la fin, mais ce qui est assez intéressant c'est qu'ici nous on intervient évidemment sur des petites et des moyennes séries et c'est plus un acte manifeste ou une prise de parole qu'un vrai changement de la vie quotidienne de tous les Parisiens parce qu'on n'a pas la force de frappe pour le faire, mais c'est vrai qu'on s'amuse maintenant à voir que ça a eu un impact, je pense, sur les cabinets d'urbanisme et sur les gens qui réfléchissent aux nouveaux usages de la ville. Et cette position de prise de parole, elle est importante, mais je pense qu'on va essayer de voir ça vers la fin. Le service interstice, comme on vous l'avait présenté au début,
Donc là, ça se passe entre la RATP et JCDecaux pour le coup, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun service qui nous proposait de faire le lien le plus rapide entre le métro et le Vélib, tout simplement parce que c'est dans l'intérêt d'aucune de ces autorités, c'est-à-dire que c'est ni forcément dans l'intérêt de JCDecaux, ni forcément dans l'intérêt de la RATP, ou qu'il est très compliqué en fait d'intervenir sur le territoire de l'autre, tout simplement. Et nous, on a cette posture en fait de citoyens comme les autres, avec des outils et des méthodologies un peu particulières, qui nous permettent d'intervenir dans ces lieux. Donc ici, on a un autocollant que l'on vient placer sur la sortie de métro, la plus proche de la station Vélib. Donc la manière de fabrication elle est assez simple, hein, c'est de la découpe vinyle, donc encore une fois on est sur quelque chose qui coûte très peu cher. C'est encore un document 3D, donc c'est encore quelque chose qu'on peut retrouver sur la plateforme, qu'on va pouvoir télécharger et faire fabriquer chez n'importe qui, hein, dans n'importe quel Fab Lab à peu près, et même chez des professionnels en fait, de l'enseigne ou de la signalétique. Donc c'est un médium qu'on n'a pas vu encore. On a vu fraisage, imprimante 3D, mais la découpe vinyle est aussi un très bon outil. Cette idée de profiter des particularités elle est importante, c'est-à-dire que on a une force de frappe qui est assez faible et on a des outils qui sont quand même encore un peu coûteux, et surtout quand on demande l'investissement du citoyen, on ne peut pas lui demander d'investir de sa poche des sommes importantes. Du coup on profite au maximum du préexistant. Ici on a une trame perforée et on avait l'enjeu de faire une signalétique pour une exposition sur les Fab Labs. Et donc on a décidé de fabriquer ces petits boutons en plastique, donc qu'on a imprimés et qui nous permet en fait de générer une typographie et un signe dans la rue très facilement. Et encore une fois, on a cette flexibilité. C'est aussi l'idée de fonctionner par greffe, c'est-à-dire qu'on intervient pour un événement, on va pouvoir très facilement retirer cette greffe et on va pouvoir la mettre à jour au quotidien. C'est aussi vrai pour les cabines téléphoniques, c'est-à-dire si un jour l'USB n'est plus le standard international et qu'on passe à l'USB 4, ça nous coûtera que dalle d'arracher ce truc et d'en mettre un nouveau. Ensuite, on s'arrête là, non? Ça dépend. Écoutez, au niveau du temps, ça serait parfait si on s'arrêtait là. Après, bon, s'il y a encore plein de choses à dire, on fait une autre séance le mois prochain. Enfin, pardon, on va vous remercier d'abord pour cette intervention. Merci beaucoup. Donc Sylvain Chasserio et Raphaël Pluvinage de la Fabrique Action. J'avais juste une question par rapport à cette présentation de la Fabrique Action. Ça, chacun peut le faire de chez soi. Donc c'est moi demain, enfin moi j'ai pas d'imprimante 3D. Comment je fais pour participer à votre projet en fait? L'idée c'est que chacun peut le faire en se rendant par exemple dans un Fab Lab. C'est un peu le point de départ en fait, c'est trouver un usage au Fab Lab qui sont ces lieux où on peut venir fabriquer plein d'objets. Mais il y a toujours cette question, oui d'accord, mais pour y faire quoi en fait? Et on s'est dit que c'était peut-être une bonne association à faire en fait. Allons dans un Fab Lab pour faire des objets pour notre ville. Et donc des Fab Labs, il y en a dans Paris par exemple? Il y en a à Paris, je pourrais pas vous donner la liste exacte. Je sais qu'il y en a un à la Cité des Sciences par exemple. Et là-bas on peut utiliser des machines 3D? Là-bas on peut utiliser des machines 3D. Il y a des Fab Labs il faut s'abonner, il y en a qui sont publics et gratuits. Il y a plein de modèles différents selon différents niveaux. Ça peut être des gens qui sont... Enfin si on ne connaît rien, si on s'y connaît un petit peu, il y a plein de manières différentes. On peut aussi, il y a des services en ligne qui nous permettent aussi de commander les pièces imprimées, c'est-à-dire qu'on envoie le document 3D qu'on veut imprimer, on la reçoit chez soi en 24 heures par exemple. D'accord, et ensuite on participe au projet du coup en allant mettre dans la ville l'objet qu'on aura imprimé en récupérant les plans. Après c'est vrai que c'est quelque chose, nous, on sait que c'est un peu utopique de demander aux gens de venir fabriquer un objet, de l'acheter en ligne et le mettre. Et c'est vrai qu'on pense que le projet pourrait aussi exister comme un service d'une ville en fait. C'est-à-dire c'est plus un moyen d'entamer une conversation qu'une vraie solution précise et terminée quoi. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir un service où on irait se rendre et discuter et fabriquer ces objets quoi. Très bien. Bon, en tout cas, je crois que là le lien était assez clair entre chacune de vos trois interventions et je vous en remercie.